J'ai besoin de partager avec des gens qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas pour pouvoir m'enrichir dans la discussion, dans la comparaison. C'est nécessaire de partager. Et ça devient indispensable, malheureusement, bon, dans ma vie, je ne connais pas beaucoup de gens avec qui je peux partager, et c'est bien dommage. Je ne suis pas un collectionneur de l'art du Nigeria, certainement pas. Je suis un collectionneur de rien. Je ne collectionne pas, j'achète des choses qui me plaisent. C'est pas le Nigeria qui m'attire, c'est l'idée de trouver des choses dans des inconnus. On aime découvrir. Est-ce que je suis passionné? Oui, bien sûr. Bien sûr que je suis passionné. On ne va pas jouer autour des mots. Je suis passionné et je le suis de plus en plus. Et ça n'est pas toujours... ça me laisse dormir quand même. Je suis quelqu'un de tranquille qui arrive à dormir malgré ses passions. La vraie rencontre avec l'art du Nigeria, c'est quand j'ai ma galerie, parce qu'en revenant d'Afrique, j'avais tellement de choses que j'ai ouvert une galerie pour essayer de les disperser. Et donc... des Africains viennent me voir et me disent « j'ai des objets de tel et tel endroit du Nigeria ». Et on voit effectivement arriver à Paris et puis ensuite à Bruxelles des objets de toutes sortes. On cherche des documents pour connaître un petit peu ce que c'est que cet art qu'on ignore complètement. Alors, ce qui changeait par l'art auquel j'étais habitué auparavant, c'était d'abord la matière. C'était une matière que j'avais lue dans les livres de Fag, était une matière mate, croûtée, alors que les objets de Côte d'Ivoire, que je connaissais un peu, étaient des objets joliment patinés, brillants, et il semblait donc pour Fag que l'esthétique nigériane, en tout cas du côté des Ibo, des Ibibio, qui sont des tribus donc, du Nigeria, les objets étaient laissés au-dessus des cases pour pouvoir être croûtés et enlever cette couleur brillante qui ne leur plaisait pas. Donc c'est une statue qui flanquait un très long tambour à fente, et ça représente donc un homme, les mains, on ne sait pas dans quelle position, pour quelle raison les doigts sont écartés comme ça. Ces statues-là étaient protégées, une fois elles commençaient à être abîmées, on les a protégées, on les a mises dans des cavernes. Vous voyez ici, je l'ai tourné par hasard, c'était accolé au tambour à ce niveau-là, à peu près. Et c'est pour ça qu'ici on a une déchirure, le tambour s'est détaché. Alors, ce qui m'accroche le plus au niveau de la sculpture, c'est peut-être finalement ce qui me dirige depuis toujours, c'est-à-dire une sorte de idéalisation du corps humain ou animal qui est une recréation, je dirais, de l'artiste. C'est-à-dire, l'artiste n'essaye pas de faire vrai, de faire naturaliste, il transforme ce que Dieu, entre guillemets, a fabriqué à sa manière à lui. C'est-à-dire que l'artiste devient Dieu et refait les choses comme il l'entend. Et c'est une forme de vue de l'artiste, d'une recréation du monde qu'on ne savait pas regarder avant. Je pense qu'aujourd'hui encore, on ne saurait pas les comprendre. S'il n'y avait pas eu les artistes du début du siècle, qui nous ont véritablement fait rentrer dedans, les faire accepter et les faire comprendre. Premièrement, les objets d'art primitif en général étaient considérés uniquement comme des objets scientifiques. C'était de l'ethnographie, c'est encore que le mot n'existait même pas à l'époque. Mais quand
on n'a jamais regardé avant les premiers artistes français, Matisse, Picasso, Derain, on n'a jamais regardé les sculptures comme des choses intéressantes du point de vue artistique. Les ethnies qui m'ont le plus interpellé seront donc celles qui se rapprochent plus de la Vénus de Lespugue ou de Willendorf, c'est-à-dire effectivement des sculptures plus abstraites, comme chez les Moumouillés, les Verrets. Donc ici, nous nous trouvons devant une statue féminine du nord de la Bénoué, statue Moumouillée, très étonnant, des ruptures de rythme. Regardez le devant et l'arrière du pied. Regardez la manière de décaler le genou avec le jumeau, avec le mollet, avec ses convexités dans le visage, ce vide, parce que la moumouillée, c'est un art où on fait parler les vides. Je l'aime énormément et elle me fait rire. La première fois que je l'ai vue, avant de l'acquérir, j'ai commencé par rire et je ne savais pas pourquoi. Et je pense aujourd'hui que l'art moumouillé est un art plein d'humour. Voilà, riez avec moi. Oui, à l'âge de 22 ans, quelque chose comme ça, j'ai enfourché ma moto et je me suis baladé dans le Poitou à la recherche des vieilles églises abandonnées, transformées en batelières, en granges, et dont les seuils, les portes d'entrée, étaient avec des guirlandes sculptées d'animaux, de choses comme ça. C'est comme ça que je me suis un peu intéressé à la sculpture. L'art africain ne connaît pas, ça n'existe pas. Je vais en Afrique, je suis dentiste, j'arrive dans une capitale, et puis je vois des choses dans un marché, sur ce qu'on appelle le plateau, il y a des portes sculptées, je dis c'est quoi? On me dit c'est des portes anciennes de temples, je dis mais les choses anciennes, on ne peut pas les acheter, un particulier ne peut pas posséder des choses anciennes, toutes les choses anciennes sont dans les musées, donc je me mets à acheter des portes sculptées en me disant mais il y a des portes sculptées à Pise, dans les portes des cathédrales, que j'ai vaguement vues, et on peut acheter des choses anciennes. Et puis après, petit à petit, les choses se diversifient. Au bout de quelques mois, après avoir acheté une vingtaine de portes, je passe à autre chose. Et je découvre l'art africain, et que c'est des choses qui peuvent être anciennes, et que je peux les acquérir, et ça change un peu ma vie. Avant d'acheter les objets du Nigeria, d'abord à l'époque, ça se passe bien avant la guerre du Biafra, qui est le début de cette sorte d'hémorragie de l'art nigérian. Et avant, l'art du Nigeria n'existe pour moi que dans les livres. Pour moi, le seul critère qui m'intéresse, c'est l'esthétique. Et il m'arrivera quelquefois de déshabiller, entre guillemets, certains fétiches pour pouvoir mieux apprécier la sculpture de l'artiste. Pour dire qu'un objet est authentique, il faudra avoir une longue habitude, et encore, on se laissera prendre très souvent dans les pièges des faussaires. Aujourd'hui encore, je me trompe, et je crois que je me trompe de plus en plus souvent parce qu'il y a de plus en plus de faussaires de qualité supérieure. Donc, l'objet, on va s'en séparer, on va le mettre en vente pour s'en débarrasser le plus vite possible. Parce que on ne ressent plus que le piège. On ne voit plus les qualités qui sont certaines du copieur. Je pense que la quête est plus intéressante que la possession elle-même. La possession amène à une appréciation supérieure de l'objet. Je crois, je ne suis pas sûr, je crois que je peux vivre sans objet. Oui, c'est pas ce qui semble être autour de moi. Oui, je dirais que ma passion, elle va en s'amplifiant. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, on revient dans les années 60, j'ai eu une galerie, je voulais juste avoir, découvrir et puis passer à d'autres objets de la même région, d'autres régions, mais toujours à découvrir. Et puis petit à petit, cette sorte de virus de la possession m'est venu à travers les collectionneurs que j'ai croisés dans ma galerie. Et donc,
finalement, je suis devenu peut-être le plus malade de tous les collectionneurs que j'ai connus. J'aimerais dire aux visiteurs de cette exposition, le Nigeria, c'est une goutte d'eau dans la mer. Au milieu du Nigeria, le Nigeria, c'est au milieu de l'Afrique. L'Afrique, c'est au milieu du monde. Il y a tant de choses à découvrir dans le monde, y compris des choses qu'on ne connaît pas encore, au niveau simplement de l'expression artistique, hein, je parle bien de ça.